Monsieur le rapporteur. Bernard Fialaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Et puis, j'en profite pour saluer l'enseignement agricole qui est, vous l'avez exposé, assez exemplaire et qui a de véritables réussites dans l'accompagnement de nos enfants et dont on pourrait même s'inspirer dans d'autres types d'enseignement. Moi, je voudrais revenir sur des questions pas tout à fait annexes, mais qui vont dans le même sens. Le décret là, du 21 février 2024 a partiellement annulé les crédits adoptés en loi de finances initiale pour 2024 de près de 4 millions d'euros. Comment vous avez pu vous adapter à ces modifications budgétaires sur cette année? La deuxième question, c'est sur le bachelor agro. Tout le monde se réjouit et réclamait une formation Bac plus 3. En même temps, elle va devenir, pas en concurrence, mais en parallèle des BTSA qui peuvent se faire en alternance, c'est-à-dire permettre à des étudiants d'avoir des rémunérations, ce que ne permettra pas le bachelor. Est-ce qu'il n'y aura pas justement, est-ce que cette filière ne sera pas pénalisée par le fait qu'on aura un choix de faire des études supérieures en alternance, c'est-à-dire avec un revenu, ou sans ces rémunérations? Je voudrais savoir aussi quel regard vous portez sur le contrat territorial de consolidation de création de formation qui est créé par l'article 4. Donc ce contrat pluriannuel conclu entre l'établissement d'enseignement technique agricole, les autorités académiques des ministères chargés de l'agriculture et de l'éducation nationale, la région et les représentants locaux des branches professionnelles et les autres collectivités territoriales intéressées qui le souhaitent, et qui vise à donner un plan d'action pluriannuel de consolidation des effectifs des classes et d'ouverture des classes. Donc quel est votre avis? Et enfin, peut-être une réflexion sur ce que vous avez dit, la réussite de l'orientation. Vous avez une fuite d'élèves que vous formez hors du monde agricole. On pourrait presque s'en réjouir. Ça veut dire que vous avez une formation qui est suffisamment généraliste pour que des gens puissent choisir. Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment on peut faire aussi pour qu'en échange, les filières générales puissent aussi alimenter les formations agricoles. Et l'autre chose aussi, c'est on connaît, on le voit d'ailleurs dans tous les domaines, peut-être une appétence ou une orientation d'étudiants vers les carrières qui sont plus commerciales ou financièrement comme ça mises en avant dans la société. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de captage par toute l'industrie agroalimentaire qui peut offrir sur le plan commercial des rémunérations bien supérieures des étudiants que vous formez? Voilà les questions, Monsieur le Président. Sur la question de la concurrence d'autres secteurs, aujourd'hui, dans nos écoles, les jeunes sont plus intéressés par typiquement la production, les formations agronomiques que par les formations agroalimentaires. Donc la crainte que Monsieur le Sénateur, vous venez de mentionner, nous ne la partageons pas parce que nous avons le sentiment, au contraire, et les industriels du secteur agroalimentaire nous alertent sur le fait que nos étudiantes et étudiants vont plus volontiers vers l'agronomie que vers l'agroalimentaire. En revanche, là où je partage votre inquiétude, c'est sur la concurrence d'autres secteurs industriels ou d'autres secteurs économiques. Donc là, nous avons effectivement des formations qui sont parfois très généralistes et qui permettent à nos diplômés de rejoindre des secteurs économiques très éloignés de l'agriculture. Ça, c'est sans doute lié au fait qu'on a à un moment, sans doute peut-être à tort, considéré que nous devions transformer nos écoles en des écoles d'ingénieurs généralistes. Dans le contrat d'objectifs et de performance que j'ai signé avec le ministère, j'ai bien mis en chapitre 1 l'affirmation de notre identité. Et l'affirmation de notre identité, c'est de former des jeunes qui vont travailler, pas dans n'importe quel secteur, mais d'abord dans nos secteurs. Alors évidemment, nous sommes dans un pays libre et je m'en félicite. Chacun peut travailler là où il a envie de travailler. Mais dans la formation que nous donnons à nos étudiants, il me semble important de
toujours faire le lien avec nos secteurs d'intervention qui sont ceux qui nous intéressent ici ce matin. Voilà. Par ailleurs, je l'ai mentionné, nous cherchons aussi à attirer des étudiants venant d'autres secteurs disciplinaires. Nous recrutons des jeunes qui ont fait des DUT mesures physiques. Et il nous semble intéressant d'avoir des jeunes qui viennent d'autres secteurs pour rejoindre le secteur agricole. La transition numérique, la transition énergétique que connaissent nos agricultures nous oblige bien à avoir des jeunes qui viennent sur ces sujets avec des compétences qui, pour l'instant, n'étaient pas dans nos écoles. Voilà, donc moi j'ai plutôt un discours d'optimisme sur cette capacité que nous avons à orienter nos jeunes vers ces sujets. Sur la question des moyens, nous sommes évidemment sous tension. Je ne vais pas vous dire l'inverse, d'autant plus que typiquement dans AgroParisTech, nous continuons à assumer la responsabilité de 2 sites qui sont désormais inutiles, mais dont nous assumons la responsabilité. C'est le site de Massy que nous avons abandonné et le domaine de Grignon que nous avons également abandonné, même si notre ferme est toujours là-bas. Entretenir un domaine de plus de 300 hectares avec un château du 17e, c'est compliqué pour une école dont ce n'est pas forcément le métier. Voilà, donc nous sommes très attentifs à l'aide que le ministère pourra nous apporter pour nous permettre de boucler notre budget, parce qu'aujourd'hui, ces 2 sites anciens, désormais inutiles, plombent, si vous me passez l'expression, le budget de notre établissement. Mais les années précédentes, le ministère est parvenu à nous aider, donc on espère que le ministère pourra à nouveau en 2024 nous aider. Merci. Alors, je vais d'abord répondre à la question sur l'article 4. À titre personnel, quelles qu'aient été mes fonctions, mes emplois, j'ai toujours été très dubitatif sur ces documents de planification qui sont très utiles pour occuper du monde au moment de leur rédaction, mais qui sont peu lus et utilisés après. Pour autant, je pense qu'à disposer de manière régulière d'une étude sur les perspectives d'emploi et les besoins d'amélioration, d'évolution des qualifications est quelque chose d'indispensable. Est-ce que ça permettra de régler les guéguerres qu'il peut y avoir? Je ne sais pas. Il me semble que l'organisation qui se dessine progressivement dans les départements, avec un directeur d'établissement de l'enseignement agricole public qui dirige l'ensemble des sites. Nous-mêmes, nous avons des réflexions sur des modèles assez proches, permettra sans doute des dialogues de personnes qui permettront d'éviter ces conflits inutiles à un moment où nous sommes tous à la recherche de moyens. Sur la question financière qui a été posée par le sénateur Filet. Évidemment, les 4 millions ne sont plus là. Alors, je rappelle, c'est pas à vous que je vais donner un cours de finances publiques, que l'enveloppe qui est prévue est affectée pour l'essentiel directement et qu'il y avait 5 millions qui étaient mis en réserve. C'est parmi ces 5 millions que 4 ont donc été, qui étaient déjà congelés, comme dit le DGER, ont été supprimés. Évidemment, qui nous pose question et qu'il manque au moment où nous rediscutons du protocole et où nous arrivons au moment de la clause intermédiaire. Je pense qu'on s'est un peu fait avoir il y a 4 ans au moment de la rédaction du dernier protocole et lors de la modification du code rural qui a eu lieu concomitamment. La loi Rocard est extrêmement claire en disant que le montant de la subvention qui nous est alloué est basé sur le coût d'un élève de l'enseignement public. Point. Et ensuite sont intervenus en 1985 puis en 2004 des lois de décentralisation qui ont dit que l'enseignement agricole public voyait pour une part une décentralisation avec la compétence donnée aux régions des moyens de fonctionnement de ces établissements, non seulement l'investissement, mais le chauffage, la cantine, etc. Et cela n'a pas concerné le privé, et la question n'a pas été posée pour l'enseignement agricole privé sous contrat. Sauf qu'aujourd'hui, l'État nous dit « Ah, mais attendez, moi, je ne peux vous verser que ce qui est pour mon domaine de compétence. » Résultat, quand on lui dit l'énergie a augmenté en moyenne sur l'enquête qu'on a fait sur 120 établissements en fin 2023 par rapport à 2022, le poste énergie a augmenté de 19%, le poste alimentation a augmenté de 14,5%
si on est en gestion directe, de 7,5% si on est en gestion par une entreprise de restauration qui a généralement diminué le grammage, supprimé un mets et s'est assis sur la loi Egalim. Il me dit, bah oui, mais ça, c'est plus de notre compétence. Donc je ne vous cache pas que je vais proposer à mon conseil d'administration dans les prochains jours de mettre en place un comité d'audit avec des personnes extérieures au CNEAP, et si possible d'anciens hauts fonctionnaires, pour essayer de clarifier ces questions des financements qui nous revient, en nous réservant derrière toutes les voies de recours que nous pourrons avoir, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, nous avons des établissements en grand danger, certains sont déjà dans les mains des tribunaux judiciaires. Le dernier pointage que j'ai, c'est qu'il y a 45 établissements sur 180 qui sont dans le rouge brique. Ce que j'appelle le rouge brique, c'est les établissements qui sont en cessation de paiement ou en CAF négative. Et donc, ça ne peut pas durer. Au moment où on nous parle d'augmenter les effectifs de l'enseignement agricole, on risque de se retrouver avec des territoires qui n'auront plus d'établissements. Et or, les établissements qui relèvent de notre champ, à tous, ils forment effectivement des jeunes dans le secteur de la production, et la loi d'orientation se concentre sur la production, sur le secteur de la production agricole. Mais vous savez bien, par vos modes d'élection, que des territoires ruraux sans service et sans service à la personne, c'est des territoires ruraux qui ne vivront plus. Vous n'allez pas attirer des jeunes venant du territoire ou d'ailleurs à s'installer dans un territoire si, en termes de crèche, parce que madame travaille ailleurs, en termes de garderie, d'école, etc., il n'y a pas un minimum de services. Donc nous avons besoin de maintenir ces formations de service à la personne dans l'ensemble des territoires. D'autant plus que dans les territoires ruraux, c'est là où on a les vieillissements de population les plus importants. Et c'est donc là où on aura besoin encore davantage dans les années qui viennent d'un mode personnalisé d'accompagnement des individus. Donc oui, nos formations, me semble-t-il, et je le dis vraiment en conscience, répondent à un vrai besoin de l'ensemble des territoires pour demain. Sur le bachelor agro, je ne l'avais pas souligné, nous pensons une bonne chose. Nous avons de plus en plus de nos étudiants en BTS qui partent en... Alors aujourd'hui c'est en licence pro. Et d'ailleurs nous avons alors soit ils vont... Ils font leur propre choix et ils choisissent la licence pro qu'ils souhaitent dans leur environnement ou plus éloigné, ou un certain nombre de maisons ont des partenariats avec des universités, avec le Conservatoire national des arts et métiers, etc. Donc c'est quelque chose que nous développons et pour le bachelor agro, nous allons prendre des contacts éventuellement avec les grandes écoles publiques pour développer, alors pas énormément dans notre secteur, mais il nous faut cette offre pour nos BTS qui veulent poursuivre. Sur le contrat territorial de consolidation, comment dire, l'idée est sans doute intéressante, mais on se sent peu concerné. Je mets au défi l'administration de venir gérer une maison familiale à qui on attribue 5 000 € par élève. Et débrouillez-vous avec ça. Je voudrais ajouter sur la carte des formations et sur le contrat territorial. J'ai dit ce que je pensais tout à l'heure sur la planification régionale, sur la nécessité de connaître les évolutions d'emploi, etc. Je pense que le contrat territorial tel qu'il est proposé est une excellente idée par rapport à des secteurs production. Notamment savoir que dans un secteur, parce qu'on veut développer une filière de prunes, il y a besoin d'avoir une formation en matière arboricole, par exemple, et que tous les acteurs du territoire sont OK. On ne pourra pas couvrir toutes ces formations par ce type de contrat. J'étais hier matin dans un établissement qui forme au bac pro des jeunes sur les nouveaux animaux de compagnie. C'est assez loin de premier abord de l'agriculture, mais ça forme les salariés qu'on trouve dans les jardineries. Ce n'est pas le contrat territorial qui va permettre de dire si on a besoin d'une formation NAC dans un lycée ou pas. C'est véritablement
un arbitrage régional, parce que quand on aura 2 ou 3 formations comme ça dans une grande région administrative, on en aura sans doute assez par rapport au marché de l'emploi. Donc il y a un juste équilibre à trouver entre les deux formules. En tout cas, sur les filières production et services, je pense que le contrat territorial peut permettre d'engager avec les différents acteurs de vraies discussions, à condition qu'il soit bien clair que le fait de mettre les gens autour de la table les oblige pas d'entrer à mettre la main au porte-monnaie.